Éveiller les consciences, stimuler l'envie d'agir pour un tourisme positif. Bonjour et bienvenue sur Expérientiel. Je suis François Huette, passionné par un tourisme guidé par le sens. Les différentes crises écologiques, spirituelles et économiques nous poussent à sortir de nos schémas traditionnels. Elles nous invitent à questionner l'impact de nos activités sur la santé de la planète et de l'humanité. Ce podcast est la rencontre avec des acteurs engagés. À travers leurs histoires, nous allons découvrir des femmes et des hommes visionnaires. Ce sont des passeurs d'expérience et de savoir qui sèment des graines de réflexion et d'action pour co-construire un tourisme positif, porteur de sens, inclusif et non culpabilisant. Pour ne rien manquer à notre actualité, suivez-nous sur Facebook, Instagram et LinkedIn et n'hésitez pas à nous soutenir en mettant de belles étoiles et en partageant autour de vous. Eh bien, bienvenue dans cette nouvelle étape du Défi Tour. Nous sommes ici à La Houbraie, dans le Var, avec un projet qui détonne et qui se différencie de tout ce qu'on a pu peut-être voir jusqu'à présent, qu'on verra dans le futur. Un lieu de passionnés qui ont créé un site complètement dédié au vivant. Donc nous sommes bien dans ce que Défimed veut promouvoir à travers l'écotourisme, cette connexion, cette reconnexion au vivant. Et ici, c'est un hommage aux arbres notamment, à tout ce qui peut nous relier à la nature dans son côté sauvage, son côté pédagogique. Et là, on est vraiment, pas dans l'hébergement par exemple, mais dans quelque chose qui nous fait nous inspirer de beaucoup de choses au niveau des papillons, des végétaux, des arbres, de notre comportement, de notre manière d'être au milieu de la nature. Je vous invite vraiment à venir découvrir ce site parce qu'on y passe la journée. Pour les enfants, c'est extraordinaire et c'est pour nous un site emblématique de quelque chose d'innovant et d'inspirant à la fois pour l'écotourisme. Alors, suivez-nous pour ce carnet. Allez, sans attendre, je vous invite à vous installer confortablement dans un lieu calme, pourquoi pas au contact de la nature, pour prendre le temps de découvrir des acteurs du tourisme positif. Bonne écoute. Donc moi effectivement, j'ai toujours vécu à la campagne, par les boulots de mes parents qui étaient agriculteurs, éleveurs, chasseurs, etc. J'ai toujours été contre la chasse, donc de grosses engueulades avec mes parents à ce niveau-là, ça a été épique. Et il ne m'attardait qu'une chose, c'est qu'après mes différents métiers liés à mon diplôme d'ingénieur en agriculture, l'année de mes 50 ans, puisqu'on avait la chance d'avoir ce lieu-là qui est assez extraordinaire, vous allez le voir avec la manière, les arbres qu'il y a dessus, de créer notre propre projet. Alors, on a ouvert un projet, celui-là, qui a commencé en 2000, mais on avait commencé un 10 ans avant, qui n'a pas donné lieu de suite parce que problème financier, problème de banque, problème de crise à cette époque-là. Donc on a abandonné. Je suis reparti travailler au lycée agricole et je suis revenu avec un nouveau projet, intégrer les autres et installer les autres personnes en agriculture. C'était bien, je me suis dit, allez, il faut que je m'installe moi-même. Voilà, puis c'était le domaine familial, donc c'était une manière aussi de retrouver nos terres, de revivre au pays et de gagner notre vie en exploitant ce terrain-là. Et en l'exploitant et surtout aussi en appliquant toute notre éthique environnementale, lutte contre la biodiversité, faire connaître le milieu, faire connaître la vie en forêt, dans un milieu naturel, les écosystèmes forestiers, écosystèmes de jardin, etc., qui sont des choses que les gens ne connaissent pas. Les mots sont employés un peu partout. On parle d'écosystème, on parle de forêt, on parle de biologie, on parle de biodiversité, mais on ne sait pas ce que ça veut dire. Donc c'était important pour nous d'essayer de mettre ça en place, de le mettre en scène et de le faire vivre aux gens pour qu'ils arrivent à comprendre et à sentir ce système-là. Donc on a commencé avec un petit truc tout simple. En 2000, on l'a ouvert avec une dizaine de parcours d'acrobranche parce qu'il faut bien donner un peu activité physique et sportive et ludique. Et puis une petite ferme, quelques sentiers, 3 animaux, un algeco pour commencer et on est parti. Et puis au début c'était 2, 3, 4 000 personnes par an. Maintenant, 22 ans après, on est à 45 000 à peu près personnes. Donc ça a bien évolué, peut-être plus que je pensais et plus rapidement que je pensais. Ça veut dire aussi 9 à 10 permanents à l'année ici, pour monter à 20 l'été. C'est quand même une grosse structure.
Moi, j'ai pris ma retraite, c'est ma fille Étienne qui gère ça maintenant. Mais on a bien évolué parce que je pense qu'on a bien pris le virage dans les années 2008-2009. Quand on a commencé le parc avec de l'acrobranche notamment, on était les seuls sur le 13 de 8306 à faire ça, à proposer ça, avec une balade nature autour, qui était pas très aménagée, mais qui existait déjà. Et puis en 2000-2009, il y a eu plein de parcs qui sont créés ailleurs. C'est ce qui nous a boosté, et indépendamment de ça, de par notre éthique et notre manière de voir les choses, notre militantisme écologique, on s'est investi dans autre chose que de l'acrobranche. Donc on a continué à être leader au niveau de l'acrobranche, au niveau de la taille des parcours, etc. Mais en même temps, on a augmenté tout ce qui était autre que l'acrobranche et lié à l'environnement, c'est-à-dire sentier botanique, sentier des plantes factoriales, sentier des plantes aromatiques, jardin des papillons, jardin des parfums, études, enfin voilà, tout ce qui était connaissance du milieu animal et végétal, et puis aussi promenade en forêt, de promenades un peu ludiques, mais en même temps qui faisait par les sens les gens, par l'ouïe, par l'odorat, par le toucher, etc., leur faisait prendre conscience d'un milieu en vie, milieu vivant dans lequel ils étaient présents et dans lequel ils étaient partie prenante, quoi. Et ça, c'est important, cette relation vivant qui nous intéressait et qu'on a réussi à développer, je dis en toute modestie parce que je n'étais pas tout seul, mais sous effectivement ma direction, à développer pour arriver maintenant en 2022 à un parc qui tient un petit peu la route et qui propose vraiment une découverte de la nature et une immersion dans le milieu naturel. Et les gens le ressentent et nous le disent quand on sort, quand on revient. On a senti que vous aviez un certain discours dans lequel il n'y a pas de leçon de morale, parce que on n'est pas là pour ça, mais dans lequel vous avez réussi à nous faire découvrir un milieu, nous faire comprendre un système, et on repart très riche de cet enseignement-là. Même pas t'as des dindons, même pas t'as des pans. Bon alors, avant de commencer, je vais déjà vous expliquer un petit peu comment ça va se passer pour la visite du jardin. Pour commencer, on va rester un petit peu à l'ombre avec le petit courant d'air qui va bien, si ça vous convient. Je vais vous expliquer un petit peu les panneaux qui sont derrière. Donc là, déjà, on va vraiment parler du jardin naturel, comment c'est conçu, comment ça s'entretient, etc. Parler bien sûr des insectes. Déjà, qu'est-ce que c'est un insecte? Qu'est-ce qui n'est pas un insecte, etc. On va vraiment parler plus des papillons après. Et ensuite, au fur et à mesure de nos déambulations dans le jardin, je pourrais vous rajouter 2 ou 3 petits détails sur justement la gestion du jardin naturel, qu'est-ce qu'on peut y trouver, comment on interagit nous avec le jardin, comment le jardin interagit avec le milieu moins travaillé, par exemple le milieu forestier autour, etc. Ça vous convient? De toute façon, vous n'avez pas le choix, c'est comme ça. Donc ça correspond à l'attente. Hein. Oui. Alors déjà, effectivement, le jardin, quand il a été créé, donc il y a à peu près une douzaine d'années, il a été créé en plantant beaucoup d'espèces de plantes destinées à attirer les papillons. C'était bien sûr le principe de départ. Les attirer soit par la nourriture, soit pour la reproduction. Première chose importante dans la relation interespèce, entre le végétal et l'animal, ou par l'insecte, c'est que les papillons, vous devez certainement le savoir, pondent des œufs. Mais pas n'importe où. Chaque espèce de papillon est inféodée à une famille de plantes, des fois une espèce de plantes. Parce que chaque chenille a une nourriture qui lui est spécifique. Admettons, c'est ce qu'on appelle la plante hôte. Donc admettons, vous avez certains papillons qui pondent, je vous dis n'importe quoi, sur un prunier, par exemple. S'il n'y a pas de prunier dans une zone, la femelle ne peut pas se reproduire, ne peut pas pondre, donc elle s'en va, ou alors elle est totalement inexistante dans cette zone-là. C'est ce qui explique justement certaines espèces qu'on trouve plus en montagne, d'autres qu'on va trouver que dans le sud, etc., etc. Donc en Normandie, région parisienne ou autre. La plante hôte, il faut aussi savoir que beaucoup de plantes hôtes sont ce qu'on appelle habituellement des mauvaises herbes. Donc effectivement, là on a un impact souvent néfaste dans l'entretien de nos jardins, l'entretien des collectivités, etc. parce qu'on va avoir tendance à les enlever, les considérant mauvaises. Si les mauvaises herbes venaient à disparaître, je garde le terme de mauvaise herbe pour la facilité de langage, certaines espèces de papillons disparaîtraient totalement, plus la capacité de se reproduire. Donc là déjà c'est une chose sur laquelle on peut intervenir facilement quand on a un jardin par exemple. On peut avoir notre jardin tout propre, tout carré, mais laisser une petite partie où ça se débrouille. Ça se débrouille comme ça, bizarrement vous aurez beaucoup plus d'insectes et beaucoup plus de papillons même à la maison. Donc effectivement, soyez pas surpris si vous voyez plein de mauvaises herbes. C'est normal, c'est voulu.
Au niveau de l'entretien, on limite l'arrosage le plus possible. Bon, on habite quand même dans le sud de la France, il fait chaud l'été, donc on est obligé d'apporter un petit peu de temps en temps. Mais on limite au maximum pour que vraiment le jardin se gère comme la nature le gérerait elle-même. Bon, on peut se permettre parce qu'on a pris les plantes locales aussi. Hein. Aussi, les plantes adaptées. Voilà, donc. Tout à fait, ce serait... Évidemment, aucun intrant chimique. Aucun, ni insecticide, bon ça paraît logique, mais ça l'est pas forcément toujours pour tout le monde. Aucun herbicide, etc., etc. Même pas d'engrais. Ça en gros c'est dans les grandes lignes pour le jardin naturel. Donc dans ce jardin, effectivement, on va trouver des insectes. Donc dans ce jardin, c'était l'idée de base, trouver des insectes. Mais avant de développer plus, c'est quoi un insecte? Typiquement, on va me dire oui c'est une petite bestiole avec plein de pattes qui crapaude partout. Soit. Ok. Un insecte, est-ce que vous savez comment le reconnaître? Il y a 3 critères morphologiques pour identifier un insecte. Justement. Si. Voilà. Alors, je sais plus si c'est 4 ou 6. 6, voilà. 6, exact. Ça, c'est le premier critère. Il faut toujours 6 pattes. Un insecte, il a systématiquement 2 antennes sur la tête et le corps divisé en 3 parties. La tête, le thorax et l'abdomen. Si vous réunissez pas ces 3 critères, ce ne sera pas un insecte, ce sera une autre famille d'animaux. Par exemple, les araignées ne sont pas des insectes, ce sont des arachnides. Les 1000 pattes non plus. Ça va pour ça? Tout va bien? Bien. Alors, parmi ces insectes, je vous fais ce panneau brièvement, parce qu'il peut être très vite long et complexe. Sur ce panneau, en gros, sur le camembert, ça représente à peu près tout le règne animal. Donc, nous compris. Sur le règne animal, les insectes, c'est environ 80% des espèces, toutes confondues. Donc les insectes, on a dit 6 pattes, le corps en 3 parties, 2 antennes. Et ça fait aussi partie des invertébrés. Ça veut dire qu'ils n'ont pas de squelette. Il y en a d'autres, les araignées par exemple, les 1000 pattes, etc. en font partie. Parmi les insectes, ils sont toujours classés par ce qu'on appelle ordre. Donc c'est au-dessus de la famille en termes de classification. À la fin de chaque mot, les ordres, ça termine toujours par ptère. Ça vient d'un mot grec qui est ptéron, qui veut dire les ailes. Le premier ordre, les diptères, ça va être tout ce qui est mouche, moustique, tan, etc. Di, ça veut dire 2, ptère, c'est les ailes, donc 2 ailes. C'est comme ça qu'ils sont classés. Le deuxième ordre qu'on peut voir, c'est le plus important parce qu'il y a énormément d'espèces dedans, ça va être les coléoptères. Coléo, ça veut dire étui, les ailes en étui. Ce sont tous les insectes qui ont les ailes du dessus très dures, ça forme comme une carapace. Troisième ordre qu'on peut voir, orthoptères. Ortho, ça veut dire droit, les ailes droites. Ça va comprendre les sauterelles, les criquets et les grillons, majoritairement. Tant qu'on est là d'ailleurs, est-ce que vous savez comment on fait la différence entre une sauterelle et un criquet? Ah ah. Les yeux? Non. Ils font les yeux. C'est ça, tout à fait. Alors je vous le dis, la différence la plus flagrante, c'est la longueur des antennes. Dès lors que vous avez des antennes très courtes, comme c'est le cas sur le dessin, ça va être un criquet. Chez les sauterelles, les antennes sont aussi longues, voire plus longues que le corps lui-même. Donc c'est vraiment une différence flagrante, on ne parle pas de 1 ou 2 mm. C'est la première différence. Après, il y en a d'autres aussi. Pour vous en rappeler de sa petit mémo technique, criquet, le mot est court, les antennes sont courtes. Sauterelle, le mot est long, donc les antennes sont longues. Ensuite, on passe à l'ordre suivant, hyménoptère. Hymen qui veut dire membrane, les ailes membraneuses. Ça va comprendre les abeilles, les bourdons, les guêpes, les frelons qui font partie des guêpes, et également les fourmis. Encore un petit ordre, les hémiptères. Hémi qui veut dire moitié, moitié d'ailes. Parce qu'au niveau de la forme des ailes, on a l'impression qu'elles ont été tronquées. C'est uniquement pour ça qu'on les appelle comme ça. Dans les hémiptères, ce sont des insectes qu'on appelle piqueurs-suceurs, qui ont un organe sous la tête qu'on appelle le rostre, qui leur permet de piquer la végétation pour sucer la sève pour se nourrir. Parmi ceux qu'on connaît bien et qu'on aime bien, vous avez la cigale là-dedans. On arrive aux lépidoptères, les papillons. L'épice qui veut dire écaille, les ailes à écailles. Car la fameuse poudre magique ou poudre de perlimpinpin qu'ils ont sur les ailes, en réalité ce sont des écailles. Invisibles à l'œil nu, donc effectivement nous, ça nous semble être de la poudre, mais ce sont les écailles au même titre qu'un poisson ou une tortue par exemple. Alors quand on dit souvent aux enfants, il ne faut jamais toucher un papillon avec les mains, c'est justement parce que les écailles sont accrochées avec un tout petit crochet sur la nervure des ailes. Si vous voulez, comme les tuiles sur une charpente en gros.
Donc imaginez que si on touche une aile de papillon avec un doigt humain, au niveau de la taille, la différence de taille entre les deux, ça équivaudrait à peu près à un ouragan sur le toit de la maison. Donc effectivement, si on touche les ailes, les écailles vont s'arracher. Il va perdre une partie de ses couleurs, donc ça peut fausser la reproduction. Il risque de ne plus pouvoir voler, donc plus s'enfuir en cas de problème, si un prédateur essaie de le croquer ou autre. On a une autre partie, autres insectes, qui représente 3% du règne animal. Là-dedans, ce sont d'autres ordres beaucoup moins importants en termes de nombre et de pourcentage, mais tout aussi importants. À titre d'exemple, dans ces 3%, vous allez retrouver les menthes religieuses, les phasmes, les libellules, les puces, les perce-oreilles, les cafards. Enfin, vous voyez, il y a encore plein de petits ordres dedans. Dès qu'on a passé ça, on a vu vraiment tous les insectes. On arrive à une catégorie autres invertébrés, donc tout ce qui n'a pas de squelette mais qui n'est pas un insecte, qui n'a pas 6 pattes, etc., etc. Donc par exemple, les arachnides, araignées, scorpions, les mille pattes. Qu'est-ce qu'il y aurait encore? Les escargots, les crustacés, les vers de terre. Vous voyez, il y a encore plusieurs familles là-dedans. Et on arrive à la dernière catégorie, les vertébrés, qui représentent uniquement 6%. Donc là, effectivement, on a schématisé un petit bonhomme à côté, mais 6%, ce n'est pas l'être humain. C'est les vertébrés, tout ce qui a un squelette. Donc sur ces 6% qui sont déjà un petit peu dérisoires, dès que vous enlevez tous les mammifères, les oiseaux, les poissons, les reptiles, les batraciens, les cétacés, et peut-être même que j'en oublie, effectivement, il va rester l'être humain. Le pourcentage de répartition de l'être humain sur le règne animal, il n'est pas écrit sur le panneau pour pas déprimer dès qu'on passe devant. Est-ce que vous avez une idée de ce qu'on représente, nous, sur le règne animal, en pourcentage? 0,1. Beaucoup moins. 0,01. Il y a 5 zéros derrière la virgule. Donc l'humanité, sur le règne animal, ça représente 0,0000001%. Je pense que ce serait bien de le mettre. Et moi qui passe là devant tous les matins, je vais pleurer tous les matins. Pourtant je le sais, mais du coup des fois je l'oublie. Donc vous voyez effectivement, là où je trouve ça intéressant de le savoir, de se rendre compte de ce qu'on représente, parce qu'on est vraiment rien de rien de rien. On est devenu l'espèce dominante parce qu'on a réussi à domestiquer les milieux, etc. en s'imposant, clairement. Mais honnêtement, la nature est quand même très souple avec nous. L'ordre le plus petit dans ce qu'on a là, ça va être les orthoptères, sauterelles et criquets, qui représentent seulement 2%. Les sauterelles, au niveau du régime alimentaire, c'est carnivore. Imaginez le jour où elles en ont marre de manger des petits insectes et elles se disent « je vais goûter l'humain ». Ils sont beaucoup plus nombreux que nous. Donc la nature est quand même largement conciliante malgré tout ce qu'on lui fait subir. Parce qu'il faut aussi pas oublier que malgré ce pourcentage dérisoire qu'on représente, on est la seule espèce, absolument la seule, à nuire à toutes les autres. Et encore, on parle même pas de végétal, là il n'y a que le règne animal. Et là où on est aussi très fort, c'est qu'on est même capable de se nuire à nous-mêmes. Là aussi on est les seuls à le faire. Donc là effectivement, je vais passer rapidement sur les papillons. Comme ça on pourra vraiment orienter sur le reste au niveau du jardin. Première chose à savoir chez les papillons, ça en général on le sait, ils sont classés en deux groupes. Ce qu'on appelle papillons de jour et papillons de nuit. Ce sont des termes génériques. On va les garder par facilité de langage, mais quand on rentre dans le détail, on va parler de rhopalocères pour les papillons de jour et hétérocères pour les papillons de nuit. La première différence entre les deux, cerf dans rhopalocères et hétérocères, c'est les antennes. C'est la forme des antennes. Les papillons de jour, ils ont toujours les antennes en forme de massue. Ça fait une tige avec une boule au bout, en gros. Les papillons de nuit, il peut y avoir plusieurs formes différentes. Très simple, ça peut ressembler à un fil, ou très complexe, ça peut ressembler à des plumes. Deuxième différence, la position des ailes au repos. Un papillon de jour, quand il ferme ses ailes, elles sont jointes, droites sur le dos. Un papillon de nuit n'est pas assez souple pour faire ça. Donc il va les fermer à plat, soit derrière le dos, ou soit sur les côtés du corps. Pourquoi on insiste un petit peu sur cette notion de différence entre les deux et on évite, quand on rentre dans le détail, de parler de papillons de jour et papillons de nuit, parce qu'il y a, d'après les critères que je viens de vous citer, des papillons de nuit qui volent la journée. Donc ça devrait plus être des papillons de nuit, mais si, pour les critères morphologiques qu'on a cités. Donc là,
on va parler du cycle du papillon, ce qu'on appelle la métamorphose. Avant de détailler ça, effectivement, il faut savoir qu'il y a deux types de métamorphose chez les insectes. Métamorphose complète et métamorphose incomplète. Le papillon, c'est le cas d'une métamorphose complète. Ça démarre d'un œuf, d'où il sort une larve, la chenille, qui va passer par une période de transformation, la chrysalide, pour donner un adulte différent de la larve. Métamorphose complète. Vous avez... Oui, pardon. Toutes les chenilles se transforment en papillons. Toutes. Même les processionnaires, si c'est le sens de votre question. Ah ouais, tout à fait. d'accord. Ouais. Ça fait un petit papillon de nuit, gris, grand comme ça. Oui, ok. À peu près. Donc ensuite, vous avez... Ça veut dire aussi de réflexion que l'on a ici dans le jardin. Je comprends pas, dans mon jardin, j'ai plus de papillons. J'ai pas de papillons. Bah oui, c'est. Et oui, mais alors, qu'est-ce que je suis envoyé comme chenille? Je suis obligé de tous les trucs au fur et à mesure. Parce que la liaison entre la chenille et le papillon n'est pas si évidente que ça. Ouais, d'accord. C'est ça. Surtout qu'effectivement, il y a quelques chenilles qui sont un petit peu dégoûtantes, on va dire, pour schématiser le truc. Elles ont des poils, elles ont des pointes, machin, elles ont des couleurs vives des fois, donc ça a tendance à faire peur. En plus, elles viennent me manger mes choux ou autres, donc elles m'enquiquinent, donc je les enlève. Et après, j'ai pas de papillons, forcément. Donc pour la métamorphose, il y en a une autre aussi qu'on appelle incomplète. C'est le cas par exemple des sauterelles, des criquets, des menthes religieuses, des phasmes aussi. Ça démarre toujours par un œuf, mais de l'œuf ne sort pas une larve. Il va sortir un individu qui ressemble déjà à l'adulte, mais en tout petit. Donc au fur et à mesure de sa croissance, il va muer, perdre sa peau pour en avoir une nouvelle, comme fait une chenille par exemple, comme fait n'importe quelle larve, mais il n'aura pas de période de transformation, comme forcément il est déjà l'allure de l'adulte. C'est pour ça qu'on dit métamorphose incomplète. C'est ça qu'on appelle l'asticot ou c'est complètement différent, ça n'a rien à voir? Et l'asticot, c'est les vers de mouche, c'est les larves de mouche. D'accord. Du coup, les mouches, c'est pareil, c'est métamorphose complète. Donc, chez les papillons, on a dit les œufs sont toujours pondus sur la plante haute, donc la plante nourricière de la chenille. Si elle est absente, l'espèce de papillon qui lui est associée est absente. Selon l'espèce, les œufs sont pondus soit un par un, soit en petits groupes. Quand on dit petit groupe, ça ne veut pas dire qu'elle met tous ses œufs dans le même panier, enfin sur la même feuille. Elle va faire des petits groupes disséminés pour augmenter la chance d'éclosion et de reproduction de l'espèce. Au bout de 7 à 10 jours en moyenne, selon la période de l'année aussi, les œufs vont éclore, il va en sortir des chenilles qui vont, dans la majorité des cas, commencer par manger la coquille de l'œuf, ce qu'on appelle le chorion. C'est plein de vitamines, c'est plein d'énergie, etc. Et surtout, si elle laisse la coquille vide, un prédateur qui identifie la présence de la coquille pourrait penser qu'il y a une chenille à manger dans le coin. Donc il y a aussi un côté sécurité. Dès qu'elle a fini ça, elle va se nourrir de sa feuille, des feuilles de sa plante pendant tout son cycle de chenille, muer aussi au fur et à mesure qu'elle mange, elle grandit petit à petit comme ça. Selon les espèces, c'est entre 3 et 7 mus pour un chenille, en moyenne c'est 4 à 5. Au bout de tout ce temps-là, la chenille va vouloir devenir papillon, donc va, dans la plupart des cas, quitter sa plante haute, trouver un endroit qui lui convient, et muer une dernière fois pour se transformer en chrysalide, pas en cocon. Ce sont deux choses différentes. Le cocon, c'est certaines chenilles, très peu d'espèces, où la chenille, avant de se transformer en chrysalide, va tisser du fil de soie qu'elle va enrouler autour d'elle pour fabriquer ce qu'on appelle le cocon. Et ensuite, quand elle aura terminé, elle sera coincée dedans. Là, elle va se transformer en chrysalide. Donc le cycle, c'est vraiment chrysalide. Cocon, c'est certaines espèces qui effectuent une protection supplémentaire pour la chrysalide. La chrysalide, c'est pareil, selon la période de l'année, etc., c'est en moyenne 7 à 10 jours, le cycle. Ça peut être beaucoup plus long, hein. Par exemple, pour passer l'hiver, vous avez certains papillons qui passent l'hiver au stade de la chrysalide. Ah ouais. Là, forcément, la chrysalide, elle dure 6 mois. Dès que le papillon est prêt à sortir, il va sortir toujours la tête la première. Comme ça, il peut voir s'il y a des prédateurs ou pas, s'il peut sortir en sécurité. Ensuite, quand il sort, les ailes sont froissées et humides. Donc il va d'abord devoir les déplier petit à petit, les laisser sécher, et ensuite il va pouvoir commencer sa vie de papillon. La vie de papillon, combien de temps ça dure? Parce que très souvent on entend dire un papillon ça vit une journée. Il y en a, mais très peu d'espèces. Pour la majorité, environ 98%, ils vont vivre entre 10 et 15 jours adultes. Certaines espèces c'est moins, ça peut être 3-4 jours. La processionnaire du pain c'est une journée. Mais lui, vu ce qu'il pond en une journée, c'est pas grave. Ouais. On va dire ça. Et à l'inverse, vous avez certaines espèces qui peuvent aller jusqu'à 1 an de vie. Donc, comme on parlait de la coccinelle vite fait tout à l'heure, où ils sont à Noël, ceux-là,
deux manières de passer l'hiver selon l'espèce. Soit ils vont hiberner, c'est le cas du citron par exemple, c'est un petit papillon jaune qui est assez commun. Lui, dès que les températures commencent à baisser, il va se trouver un endroit tranquille, il se pose, il met le corps en pause et il attend les beaux jours. Deuxième manière, pour d'autres espèces, comme la belle dame, c'est un papillon qu'on voit majoritairement à partir d'avril jusqu'à mi-juillet par chez nous, en gros, selon les années, parce que le réchauffement climatique dérègle un petit peu tout ça aussi. Celui-là de papillon, il va migrer. C'est-à-dire que l'hiver, comme il fait un petit peu trop froid chez nous, il va descendre jusqu'au Maghreb, en passant par l'Espagne et par le détroit de Gibraltar. C'est un grand voyageur. C'est ça, surtout il fait à peu près 5 cm de large le machin. Et après, l'été, comme il fait trop chaud chez nous, il peut continuer son ascension et remonter jusqu'à la Hollande. Donc vous voyez, ça fait quand même un delta de plusieurs milliers de kilomètres. Je vous parle du détroit de Gibraltar parce qu'en fait, justement, il y a des recherches qui ont été faites là-dessus pour savoir est-ce qu'il traverse la Méditerranée ou pas. Vu qu'il est tout petit, il est tributaire des vents, etc. potentiels en milieu marin. Ça laisse une grande distance à aile de papillon à parcourir sans pouvoir se poser, sans pouvoir se nourrir, sans pouvoir se mettre à l'abri d'un prédateur, du mauvais temps ou autre. Donc du coup, ils le savent d'instinct. Et ils font tout le tour. Et le détroit de Gibraltar, il y a un petit peu d'eau à traverser, donc ça c'est gérable. C'est pour la petite précision. Si on avait la capacité d'apprendre tout ce que sont capables de faire les insectes, on serait l'espèce dominante pour une vraie bonne raison. Vous voyez, par exemple, ceux-là sont programmés déjà, ne serait-ce que pour retrouver la plante haute, pour savoir comment gérer leur descendance. Ils sont capables de se mettre, de prendre des directions pour être en sécurité à tous les niveaux, pour pouvoir se nourrir ou autre. Je peux vous citer vite fait l'exemple de certaines abeilles solitaires aussi, qui sont capables au moment de pondre leur œuf, de décider si l'œuf va donner une femelle ou un mâle, en fonction de ce qu'elles veulent. Vous voyez, ça par exemple, nous on ne sait pas le faire. Choisir si on aura un fils ou une fille, c'est pas possible. Donc on aurait beaucoup de choses à apprendre des insectes particulièrement, mais pas que. Nous avons la chance d'avoir une forêt magnifique que vous pouvez voir autour de vous, avec une forêt traditionnelle méditerranéenne, avec du pin, du chêne pubescent, du chêne vert, du pin d'Alep, du sous-bois classique, et puis du pin parasol, comme celui qui est derrière là, et du cèdre. Donc ça fait une ampleur à la forêt qui est assez extraordinaire. Et cette forêt, ça fait 22 ans que le parc existe, ça fait 22 ans que j'avais lu des ouvrages sur la sylvothérapie qui m'avaient interpellé. Et puis le temps passe vite, on est pris par les activités diverses et variées, par le renouvellement du parc. Et il y a quelques années, c'est revenu à la mode, dans les journaux féminins, c'est toujours eux qui commencent sur des trucs comme ça. Et on a parlé du Shinrin-yoku japonais. Le Japon a mis en place carrément des forêts thérapeutiques dans lesquelles on arrive à se soigner, et c'est suivi par les instituts médicaux, par la fac de médecine qui suit ça. Traduction, Shinrin-yoku, c'est le bain de forêt, et sylvothérapie en français. Et on s'est dit, j'avais ça dans la tête, il faut y aller. Donc on a cherché un lieu comme celui-là. L'idée, c'est de dire aux gens, vous allez rentrer dans un milieu particulier, qui est un écosystème en équilibre, qui est un milieu vivant, où tous les éléments du vivant sont en interaction. Et vous, en tant qu'être vivant, vous ne connaissez pas ce milieu-là, donc d'abord vous allez demander l'autorisation pour rentrer dans le milieu qui vous accepte. Et une fois que vous serez dedans, il faudra calmer le jeu, il faudra ralentir le rythme, il faudra vous mettre au niveau de ce qui se passe dans ce milieu-là, et petit à petit vous ancrer dans le milieu pour le ressentir profondément par tous vos sens, y compris les pieds, y compris les énergies solaires et terrestres, et de la relaxation bien sûr, de la méditation, de la respiration, grande respiration ventrale, et puis essayer d'être imprégné par cette forêt dans lequel les êtres vivants sont très proches de nous. Il y a quelques millions d'années, on avait un ancêtre commun avec les arbres qui sont autour de nous. Donc on n'est pas si loin que ça. Et se retrouver dans ce milieu-là, dont on fait partie, et qu'on a complètement oublié, qu'on a complètement occulté, surtout quand les gens habitent en ville, et sur lequel il faut renouer avec ce milieu vivant-là pour revivre en harmonie avec eux et comprendre ce milieu-là et essayer de le sauver tant qu'il est encore temps de le faire. La forêt serait l'état de perfection de la nature et revêt par le fait une dimension sacrée et magique. Dans l'histoire du chamanisme, des croyances, des traditions, les arbres ont toujours occupé un rôle central, et ce dans toutes les civilisations. La forêt a permis aux hommes de se nourrir, de se chauffer, de construire son habitat, de fabriquer ses outils, d'alimenter son bétail.
Dans notre inconscient, la forêt revêt donc une grande importance. Dans la mythologie, la forêt est cosmogonique. Et il est l'arbre de vie et de mort, l'arbre de la connaissance. Lorsque vous pénétrez dans la forêt, vous êtes immergé au milieu d'êtres vivants tout autour de vous. Tous très différents de vous, radicalement étrangers à ce que vous connaissez. Ici, l'étranger, c'est vous. Ce n'est pas vous qui traversez la forêt, c'est la forêt qui vous traverse. Et vous pouvez désormais vous laisser traverser par elle, accueillir ces manières d'être au monde, sans jugement, et vous émerveiller de leur diversité. Ce sont des formes de vie si éloignées de vous. Et pourtant, les mêmes molécules nous composent, la même molécule d'ADN nous détermine, les mêmes principes du vivant nous gouvernent. Adaptation, reproduction, respiration. Et pourtant, quelque part dans l'arbre de l'évolution des espèces, il y a systématiquement un ancêtre commun entre n'importe quel être vivant et n'importe quel autre. Vous et l'arbre êtes issus d'un ancêtre commun il y a quelques millions d'années. Et vous partagez aujourd'hui encore cet arbre, le quart de vos gènes. De quoi donner le vertige. Dans l'immense toile de la vie, nous sommes tous différents, et pourtant tous reliés. Chacun y a sa place. La diversité est une force. Et pourtant. Voilà, c'est la fin de notre voyage du jour. J'espère que vous avez vraiment passé un agréable moment en notre compagnie et que nous avons pu semer des graines d'inspiration et d'action. Surtout n'oubliez pas, le tourisme de demain, c'est maintenant qu'on le construit et ensemble. C'est un tourisme qui est guidé par le sens, l'expérience et en lien avec nos territoires pour assurer la pérennité de nos métiers et de nos activités. C'est essentiel. Si vous avez vraiment aimé ce podcast, favorisez sa diffusion, en lui donnant 5 belles étoiles sur Apple ou la plateforme podcast préférée que vous utilisez. Et puis, surtout, et ça c'est le plus important, n'hésitez pas à partager dans votre réseau. Essaimer la connaissance, essaimer le partage d'expérience. C'est essentiel pour chacun d'entre nous d'avoir accès à cette information. Et puis, si vous voulez continuer l'aventure avec nous, le voyage avec nous, bien, je vous invite à vous abonner pour suivre tous les épisodes gratuitement et être informé dès qu'ils sont publiés. Voilà. Je vous remercie et à très bientôt. Au revoir.